Bonjour Julie. Bonjour Laurie. Tout cet été sur Sud Radio, on vous retrouve pour nous présenter les grandes affaires criminelles avec le magazine Le Nouveau Détective. On s'intéresse ce matin à l'affaire Marie-Hélène Audoy, cette jeune femme disparue le 21 mai 1991 dans les Alpes-Maritimes. Depuis 33 ans, sa mère ne cesse de la chercher. Et justement, aujourd'hui, je vous amène chez sa mère, Annie Audoy. Le papier peint est tapissé de coupures de presse et de photos. Sur le bureau, des piles de dossiers et des carnets aux pages noircies donnent une idée du travail abattu. Dans son petit appartement d'Antibes, justement, Annie Audoy rassemble tout ce qu'elle peut trouver sur l'affaire qui occupe chaque seconde de son temps, chaque parcelle de son esprit depuis 33 longues années. À 76 ans, cette dame travaille encore sans relâche chaque jour. Et elle compte bien continuer jusqu'à son dernier souffle, comme l'a fait son mari Jacques, décédé en 2011. Comment pourrait-elle en faire autrement ? Depuis le 21 mai 91, Annie Audoy ne vit plus que pour répondre à une seule question. Qu'est-il arrivé à sa fille Marie-Hélène ? Marie-Hélène avait 22 ans. C'était une belle brune élancée, aux yeux d'un vert profond. Le jour de sa disparition, elle quitte Cagnes-sur-Mer au volant d'une sa Renault Superbe 5 blanche pour commencer sa journée de travail. Elle est vendeuse itinérante pour un groupe pharmaceutique et elle arpente la Côte d'Azur pour placer ses produits dans les officines. Dans les prochaines 24 heures, elle doit passer par Monaco, par Digne-les-Bains, dormir à Briançon avant de rentrer chez elle. À 14h15, elle est comme prévu dans la Principauté où elle s'arrête à la pharmacie médecin. Elle discute un instant avec la préparatrice, mais elle est pressée et elle ne s'attarde pas. C'est la dernière fois qu'un témoin oculaire l'aura identifiée. Voilà. Et 4 jours plus tard, sans nouvelles de leur fille, Annie et Jacques Audoy se rendent à Cagnes-sur-Mer. Marie-Hélène et son compagnon y occupent un 4 pièces. Cela fait 4 ans que le couple vit une relation tumultueuse, alternant séparation et réconciliation. Lui, c'est un séducteur compulsif. Et il a bien du mal à rester fidèle. Et Marie-Hélène, amoureuse depuis le lycée, finit toujours par lui pardonner. Ce dimanche 26 mai 1991, l'homme de 22 ans accueille ses beaux-parents avec la tête de celui qui a fait passer la nuit à faire la fête. Il ne sait pas non plus où est Marie-Hélène et ça n'a pas l'air de l'inquiéter vraiment. Le lendemain, les 2 parents angoissés vont signaler sa disparition au commissariat. Mais l'accueil des policiers est tout aussi indifférent. Marie-Hélène, elle est majeure et vaccinée. Son nom n'apparaît pas dans les registres des hôpitaux. On n'a signalé aucun accident impliquant une Super 5 blanche. Donc les investigations s'arrêtent là. Persuadés malgré tout que quelque chose de grave est arrivé, Annie et Jacques prennent les devants. Mobilisant leurs proches, ils partent ratisser les routes de la côte, s'arrêtant sur chaque parking, chaque bas-côté, dans l'espoir de retrouver la voiture de Marie-Hélène. Ils louent même un hélicoptère pour survoler les zones escarpées de l'arrière-pays et achètent un sonar pour sonder le canal de la Durance. Ancien parachutiste, Jacques Audoy mobilise même ses vieux compagnons d'armes qui descendent explorer en rappel les ravins des environs. Mais toutes ces dépenses d'argent et d'énergie demeurent infructueuses, tout comme l'appel à témoins assorti d'une prime de 500 000 francs pour toute information déterminante. Et début juin 1991, l'APJ se saisit enfin de l'affaire. Mais elle ne trouve rien non plus. Le seul témoignage crédible est celui d'un patron de sandwicherie de Cagnes-sur-Mer qui pense avoir vu Marie-Hélène dans son snack l'après-midi de sa disparition. Si c'est vrai, la jeune femme aurait donc changé ses plans et serait revenue dans sa ville de résidence. Mais pour y faire quoi ? Rencontrer quelqu'un ? Son petit ami ? En tout cas, si l'affaire est criminelle, il fait évidemment figure de suspect numéro 1. Interrogé, le jeune homme ne cache rien de ses tromperies ni de ses disputes à répétition avec Marie-Hélène. Il n'a pas d'alibi pour le 21 mai, mais ni les perquisitions ni le placement de sa ligne sur écoute ne permettent de le confondre. À peine amorcée, l'enquête se retrouve déjà au point mort. Mais en octobre, enfin une nouvelle piste s'ouvre, une piste prometteuse mais terriblement inquiétante. Nous sommes alors le 6 octobre 1991. Ce jour-là, une vendeuse de fringues assiste à un étrange manège dans sa boutique de Juan-les-Pins. Un homme d'une 40aine d'années débarque en compagnie de 2 jolies femmes. L'homme les tient par la taille, leur touche les fesses sans se gêner. Mais ce qui heurte surtout la vendeuse, c'est le regard vitreux des 2 filles qui paraissent amorphes, comme droguées. L'inconnu achète des vêtements sexy pour ses copines, paye en carte bleue et repart au volant de son 4x4. Et puisque l'une des 2 femmes ressemble étrangement à la disparue signalée par les journaux, la vendeuse donne l'alerte. Grâce à sa carte bleue, on identifie l'homme en question. C'est un certain Daniel M., que la brigade des mœurs connaît bien. Voilà des années qu'on le soupçonne de fournir des prostituées aux riches hommes d'affaires de la Riviera. Il aborde les jolies filles dans les bars chics de Monaco ou de Cannes. Il se présente comme un banquier suisse et leur promet monts et merveilles. Puis il les drogue, les séquestre et les livre à ses clients. Marie-Hélène a-t-elle atterri entre ses griffes ? La jolie brune aurait très bien pu lui taper dans l'œil. Et l'hypothèse se renforce lorsqu'une employée de la villa du proxénète dit y avoir croisé une fille qui lui ressemblait. Il faut pourtant attendre 3 ans avant que la PJ ne réunisse suffisamment d'éléments pour interpeller le suspect. Le 3 juin 1994, Daniel M. est inculpé et placé en détention provisoire. Annie et Jacques Audoy pensent enfin toucher au but. Hélas, la piste est trop belle pour être vraie. Le suspect est rapidement mis hors de cause. Aucun indice concret ne permet de le relier à l'affaire. Et puis surtout, il se trouve à l'étranger quand Marie-Hélène s'est volatilisée.
Donc après 3 ans à courir le mauvais lièvre, la PJ est dessaisie du dossier. La section de recherche de la gendarmerie des Marseilles reprend l'enquête depuis le début. Il reconsidère l'entourage et les fréquentations de la disparue au printemps 91. Et c'est là qu'un nouveau personnage intéressant émerge, une certaine Evelyne L. Alors cette femme, elle a longtemps été la patronne du compagnon de Marie-Hélène. Et malgré ses 15 ans de plus, elle a aussi été sa maîtresse. Petite blonde aux formes généreuses, réputée pour son tempérament volcanique, Evelyne est la directrice d'une agence immobilière cannoise où le compagnon de Marie-Hélène a travaillé en 1990. Mais il semble qu'il fut aussi son gigolo et qu'elle payait son loyer en échange de services en nature. Sauf qu'à l'été 90, Marie-Hélène découvre ce petit extra et une dispute éclate. Son compagnon promet de ne plus revoir Evelyne et démissionne. Mais sa patronne le prend très très mal. Elle menace Marie-Hélène de lui crever les yeux. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le problème, c'est que le compagnon de Marie-Hélène, il aime jouer avec le feu. Et après quelques mois dans le droit chemin, il renoue avec Evelyne, lui soutire de l'argent et s'achète une BMW. En février 91, Evelyne s'introduit même dans l'appartement du couple, à Cagnes-sur-Mer. Elle vole le parfum de sa rivale et lui laisse un rouge à lèvres personnel en souvenir. Marie-Hélène est évidemment furieuse. Son compagnon oblige son ancienne patrouille à lui présenter des excuses. Evelyne s'exécute en pleurs. L'humiliation est terrible. Est-ce que c'est à cause de cet épisode que le 6 mai, Marie-Hélène retrouve ses 4 pneus crevés? Evelyne aurait-elle ensuite joué un rôle dans sa disparition? Le 26 mars 1996, en tout cas, les enquêteurs la placent en garde à vue. Oui, parce qu'ils ont découvert que la dame a des relations dans le monde des voyous corses notamment, et des gens du voyage. En mai 91, elle a versé 200 000 francs à une gitane. Le prix de la vie de Marie-Hélène? La question qu'on se pose. Autre détail intriguant, dans un agenda retrouvé dans le garde-meuble loué par ses soins, Evelyne a souligné la date du 21 mai 91 de 2 traits. C'est la seule page ainsi à noter. Pourquoi? Et puis il y a ce coup de téléphone que le compagnon de Marie-Hélène lui a passé ce même 21 mai à 16h19. Un appel de quelques secondes à peine, donc elle dit ne pas se souvenir, mais qui a de quoi intriguer. Mais faute de preuves, la blonde est elle aussi mise hors de cause. Jacques et Annie Audois se retrouvent désemparés. En 2011, le père de Marie-Hélène décède. Puis 2 ans plus tard, c'est le coup de grâce pour Annie. La justice prononce un non-lieu. Affaire classée. Mais pas pour elle. Au milieu des piles de dossiers dans son appartement, un téléphone est toujours actif pour recueillir les appels éventuels de témoins. En attendant un miracle, Annie lit et relit le dossier à la recherche de la faille, du mensonge qui pourrait enfin trahir le ou la coupable. Même 33 ans après, elle ne lâchera rien. Tous les matins sur Sud Radio, les grandes affaires criminelles avec vous, Julie Rigoulet. On vous lit également chaque mercredi en kiosque dans Le Nouveau Détective.